Là, je comprends vite que tous les jours, faut se battre, en fait. Le plus important, c'est pas d'avoir, c'est de garder, en fait. Alors voilà, moi, je m'appelle Linda, Mmh. j'ai 46 ans maintenant. Aujourd'hui, je suis aide-soignante et j'ai un passé, d'SDF, de plus ou moins une dizaine d'années. En fait, à la base, j'ai rencontré mon ex-mari qui était un homme très, très violent OK. et avec qui j'ai eu 2 enfants. Et en voulant le fuir, je me suis retrouvée de fil en aiguille dans des centres d'hébergement, dans des centres de femmes battues. J'ai pas trouvé d'aide, en fait, et il y avait, aucune association qui était sûre et certaine de me trouver, un logement, même, dans les CPS et tout. Et d à force de rester dans les centres d'hébergement, parce que vous avez un certain délai quand vous rentrez dans des centres d'hébergement, c'est plus ou moins 9 mois à cette époque-là. Si tu as rien trouvé, dans les délais, tu peux plus rester sur place, tu changes, donc c'était un cercle sans fin, en fait. Et je tournais en rond, je tournais en rond et à force de pas trouver de logement, ben, c'était, ça c'est pour l'État, c'était un danger pour les enfants et de victime, je passe à coupable et chose que je comprenais vraiment pas. Et pour protéger mes enfants, moi, de ma propre initiative, j'ai accepté que ma famille devienne la famille d'accueil de mes enfants. Et c'était un cercle vicieux parce que je me suis retrouvée piégée moi-même, parce que qui dit famille d'accueil, t'as plus autant de droits sur tes enfants, en fait. Donc j'avais plus le droit d'aller voir ma famille parce que c'était une famille d'accueil. Si j'enfreindais les règles, pardon, eh ben, on pouvait placer mes enfants dans des familles d'accueil, que je connaissais même pas. Donc pour moi, ils étaient protégés, mais c'était dur de se retrouver une maman sans tes enfants. On t'arrache tes enfants, en fait. Toi, tu crois que tu penses que tu les protèges, mais en fait, tu crées La la distance. séparation. Et c'est comme ça que moi, j'ai pas accepté tout ça et je me suis dit: «Voilà, moi, je baisse les bras, je peux plus». Donc Mmh. après les 9 mois de fin d'hébergement, je me retrouve dans la rue. Une année, parce que les hébergements, ça y est, je les avais tous faits. Donc il y avait plus que le choix que ou tu trouves quelque chose ou tu te débrouilles par tes propres moyens. Alors voilà, tu as tous les facteurs. Tu es une femme, sans domicile fixe, une maman qui perd ses enfants. Donc je t'imagine le psychologie, dans quel état je me trouvais. Et en plus, tu as toutes les associations que tu as fait pour essayer de trouver et sauver ta famille qui t'ont pas aidé. Donc à qui croire et quoi croire surtout. Comment se passe la première nuit, à la rue? Horrible. On dort pas. Donc c'est même pas une première nuit pour toi, c'est une première nuit blanche. Tu dors pas parce que t'es un appât. T'es vraiment une proie, en fait. Tu te sens comme une proie, hein. À l'époque, quand tu passes la nuit dehors, c'est pour faire la fête. Là, non. Tu passes la nuit à te cacher, en fait. À te cacher, t'es honteux, dégoûté, tu crois plus en rien. Et t'as peur de tout, en fait. Et la nuit, il se passe beaucoup de choses. Les premières nuits, deuxième nuit, première semaine, tu fatigues parce que. Et les centres d'hébergement de nuit, c'est pas mieux. Parce que c'est un peu. Moi, pour moi, c'était cruel et criminel parce que tu rentres à une certaine heure, tu sais pas déjà si tu vas avoir une place. Tu es sûr que tu dois partir à 6h, 7h du matin. Donc tu rentres avec ta valise que tu as essayé de caser dans des endroits pour la retrouver, parce que si tu restes avec ta valise toute la journée aussi, la proie, elle est visible. Donc voilà, donc tu rentres à 19h et on te mélange avec tous les gens, quoi, tu vois. Au départ, j'arrivais à aller dormir chez un ou l'autre, mais en gros, c'est même pas des trucs dans lesquels je veux rentrer parce que tu te fais plus agresser, harceler, manipuler, pardon, surtout. Donc, tu vois, ou t'as la femme de ménage, ou t'es l'objet sexuel, ou voilà, tu passes de tout. Mais toi, moi j'étais dans un état d'esprit où j'étais vide, en fait. Donc, advienne ce que pourra, faites de moi ce que vous voulez. On m'a arraché mes enfants, on m'a arraché ma vie. On ne croit plus en moi. Personne n'a confiance en moi. Je suis quelqu'un de sale, je suis quelqu'un. C'est ce que je pensais à ce moment-là, quoi. On ne veut pas m'aider, donc je suis un rejet de la société, tu vois. Je me sens plus à ma place. Immigrée, je l'étais dans ma jeunesse, donc j'étais déjà entre deux frontières. Quand tu vas là-bas, tu es une Européenne, quand tu restes ici, tu es un immigré, donc voilà, là, j'étais plus rien. Pour moi, j'étais plus rien. Qu'est-ce que tu fais de tes journées quand tu es, Il y a des centres de jour, mais on a vite fait le tour.
parce qu'on fait rien en fait, on stagne. Mais ça aide quand même pour avoir une soupe, pour avoir un petit repas, parce que moi j'avais dur à mendier en fait. Déjà je voulais, comme tu dis si bien, l'invisibilité. Mettre ta main devant, c'est tellement dur à faire et pourtant tu en as tellement besoin en fait. Et je demandais même plus à cette époque-là ni mon revenu d'intégration, ni plus rien, parce que moi j'avais plus foi en rien. Donc en fait, j'attendais un peu la mort en fait, qu'il m'arrive quelque chose et ce qui m'est jamais arrivé. Donc c'est maintenant que je sais que j'avais besoin encore, j'étais encore en mission ici sur terre. Donc c'est maintenant que je le comprends. Mais à ce moment-là, j'attendais qu'un gros coup en fait. J'ai fait plus des allers-retours dans des centres, comme je t'ai dit, puis ça a été fini, et puis c'était d'appartement en appartement. Et puis j'ai rencontré mon mari, qui est actuel, et là, ça a été plus mon bouclier. Et puis on se retrouvait dans des squats. On a fait beaucoup de squats, et puis on a fait la tente. Lui, il habitait avec des amis, mais c'était un groupe il y avait que des hommes en fait. Et moi, j'avais pas ma place là, donc il a décidé de me suivre, par amour, de terminer avec moi, jusqu'à ce qu'on trouve une issue en fait. J'étais dans un appartement qui était très malsain. Et lui, il était juste de passage là, c'est un ami qui connaissait un ami qui était là, et quand il est arrivé, il a vu la situation dans laquelle j'étais, et quelqu'un de détruit, démuni, qui baissait toujours la tête. Moi, j'avais toujours la tête baissée, hein. J'étais pas fière de moi, de ce que je vivais, d'où j'étais, et c'est lui qui a réussi à me faire, fuir de cette maison, en fait. On s'est, cachés dans un squat qui était encore une fois pas loin, en fait, du pont de Stalingrad. Moi, c'était ma zone, en fait, cet endroit-là. Et pourquoi en dessous du pont de Stalingrad? C'était aussi un endroit stratégique. Il y avait tout le temps des ambulanciers, tout le temps des polices, c'était du va-et-du-vient, tu vois? Donc pour moi, j'étais plus en sécurité, tu vois? C'était à la vue de tous, sans être, vue par tout le monde. Donc là, tu as déjà commencé à avoir une bouffée d'air frais, hein, ça se Oui, parce que trouve. j'étais plus seule. J'étais toujours pas sûre que j'allais m'en sortir, mais je savais que j'allais plus être seule, en fait, et j'allais être plus protégée, en fait, et ce qui a été. Comment tu décrirais la vie en rue à quelqu'un qui ne s'imagine pas ce que c'est? Déjà, ça peut arriver à n'importe qui, et ça peut aller très, très vite. Là, je comprends vite que tous les jours, faut se battre, en fait. Le plus important, c'est pas d'avoir, c'est de garder, en fait. Ça, je l'ai appris parce que, franchement, la rue, elle est pas, je vais pas dire qu'elle est mauvaise, hein, mais c'est l'école de la rue, c'est la meilleure, en fait. C'est le meilleur moyen de trouver de l'empathie, de comprendre l'autre, parce que tu as tout le temps, en fait, aussi, hein, tu vois? Mais franchement, j'espère que personne tombera dans cette situation. Mais il y en a beaucoup. Et comme je te dis, ça peut aller très vite. Une maladie, une perte d'un logement, une perte d'une personne, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont perdu leur concubin, leur maman, leur papa, et qui sont restés dans ce truc-là et qui n'ont pas pu se relever, en fait. Et la rue, c'est très facile, hein, pour tomber dedans. Et qu'est-ce que tu as appris sur toi, sur les autres aussi, pendant ces 10 années à la rue, si tu avais, voilà, redonner Que franchement, il y a encore de la solidarité. Pas du côté politique, mais du côté humain, il y a beaucoup de solidarité, quand même. J'ai eu plus de l'aide de gens comme ça, qui avaient rien à voir avec tout ça, et voilà, et pas seulement matériel, hein. C'est plus, quelqu'un qui croit en toi, qui discute avec toi, que tu sens que tu existes, hein, parce que les gens passent devant toi et tu as beau dire bonjour, on te répond pas parce que on va dire, t'es sale, t'es mal habillé, t'es dans une tente. Donc pour eux, tu presque un animal, en fait. Même un animal, quand on passe, on le caresse. Mais l'être humain, j'ai l'impression que les gens, quand ils voient l'être humain qui tombe, ça leur fait peur, alors ils s'en approchent pas. Je pense pas que ce soit plus du dégoût, mais de la peur d'être dans la même situation. Alors que moi, j'étais comme eux aussi avant. Je marchais, j'avais ma petite mallette, je travaillais, j'ai eu aussi ma maison, mes enfants, que j'ai pas pu garder longtemps à cause de ma situation, mais voilà. Mais voilà, c'est plus la peur, en fait. un moment particulier? Plusieurs moments, plusieurs Tu nous moments. raconter ce moment un peu de beauté que tu as Oui, eu? j'ai trouvé des gens qui venaient avec leur petite Tupperware pour manger avec moi, se mettre à ma hauteur, c'est-à-dire s'asseoir par terre, manger un moment avec moi,
et essayer de découvrir qui j'étais avant. Et ça fait tellement chaud au cœur, mais vraiment. Tu te dis: «Ah quand même, voilà». C'est pas qu'on a envie de faire pitié, mais on a envie d'exister, puisqu'on n'a plus rien en fait, hein, tu vois? On a que les yeux pour pleurer, voilà, la bouche que pour crier, on peut faire, tous les sens comme ça. Mais venir et prendre un moment avec nous et te faire, un semblant d'existence, ouais, ça fait du bien. Ça redonne de l'espoir, pas tout de suite, mais c'est des petites miettes, des poussières d'espoir qui fait, que voilà. Je savais que ça allait être dur, mais j'avais toujours ce truc en moi qui disait que je vais pas rester dans cette situation. Mais les années, ils passent, ils défilent, nous, on vit le truc, en vitesse, en fait. On n'a plus la notion du temps. C'est après qu'on se dit: «Mais ça fait 5 ans que je suis là, en fait. Qu'est-ce que je dois faire?» J'étais dans ma tente avec, Nabil et il y avait une association qui s'appelle Rolling Douche, à qui, franchement, je tire mon chapeau parce que c'est des gens comme ça, qui venaient, 1 fois par semaine et tu avais l'occasion de prendre une douche et d'avoir des vêtements, propres, qui en fait, qui étaient des dons. Les gens, ils avaient c'était de la camionnette magique aussi, hein, qui ramenait des cadeaux et puis tu avais un moment avec de la soupe, du café et puis des gens avec qui parler surtout et qui pouvaient trouver des solutions et Zazou faisait partie de ces gens-là. Elle était juste venue, en bénévolat. Elle avait envie de cette expérience, d'échanger avec les SDF et je la vois, elle me voit et moi je suis toujours en retrait en fait parce que comme je suis une fille, il y a beaucoup de plus de mecs, j'ai pas envie de me mélanger et voilà, j'ai mon compagnon avec moi, donc c'est toujours la peur de se mélanger, hein. Dehors, tu as une loi aussi, hein, dans la loi de la rue, tu peux pas te mélanger avec n'importe qui non plus, hein. C'est un peu des clans, c'est le clan malheureusement des toxicomanes, c'est le clan des alcooliques, c'est le clan des voleurs, c'est le clan des donc voilà, il y a de tout et tu as Zazu qui arrive près de moi et qui me dit, qui me pose juste une simple question et qui me dit, Si j'avais une baguette magique, Linda, qu'est-ce que tu en ferais?» Et moi, spontanément, sans réfléchir je lui dis: «Ben, moi, j'aiderais tout le monde. J'aimerais aider tous les autres, en fait». Et de là, il y a un truc qui s'est fait, moi et elle. Elle s'est dit: «Non, je peux faire quelque chose avec cette fille parce qu'elle a envie de sortir». Parce qu'il faut avoir l'envie de sortir de ça. Tu auras beau aider quelqu'un, si tu sais pas le fond de sa pensée, que vraiment il a envie de sortir de ça, tu n'arriveras jamais à le faire sortir de là. Parce que la rue, elle t'avale, en fait. Et le timing était bon et puis moi, elle m'a donné surtout, cette chance d'avoir confiance en moi et moi, j'ai senti qu'elle avait confiance en moi et à partir de ce sentiment-là, j'ai eu une poussée d'adrénaline, j'avais vraiment envie de sortir de là. Je me dis: «Elle croit en moi, ben moi, je vais leur montrer je suis qui alors?» Parce que j'étais vraiment éteinte. Petit à petit, elle a voulu fonder une association et elle me proposait de faire des petites missions. De fil en aiguille, je me retrouvais aller, faire de la rénovation dans un appartement et c'est-à-dire, casser des planchers, changer les portes, et alors on me payait et avec ce qu'on me payait, je pouvais aller faire des nuits d'hôtel et puis il y avait des gens qui donnaient des dons parce qu'ils voyaient que j'étais pas je dis: «Voilà, c'est pas parce qu'on est dans la rue qu'on est des bras cassés. Nous aussi, on peut faire beaucoup de choses. Donnez-nous juste l'opportunité, en fait». Donc petit à petit, puis je faisais de la cuisine, on faisait à manger, les gens se réunissaient, il y a plein de choses qui se sont fondées autour de ces associations qui s'appelaient UNITS, Besoins humains et voilà et c'est comme ça que petit à petit, j'ai refait ma carte d'identité. Tu vois? Elle passait des journées à refaire mes avec moi parce que si j'avais envie, hein, bien sûr, hein. Allez, aujourd'hui, on passe une journée, on va au CPS, on va demander un revenu d'intégration parce que même si tu es dans la rue, tu as droit à un minimex de rue. C'est comme ça que j'ai pu mettre un petit peu de côté aussi pour ma garantie et puis petit à petit, ça a duré quand même 2 ans, hein, après, bah, j'ai réussi à trouver un propriétaire qui ait bien voulu m'accepter, avec un garant bien sûr sur mon bail parce que c'est parce que quand tu es un SDF, tu fais peur aux gens, hein. Dire: «Ah ouais, celui-là, il vient de la rue», c'est dur, hein? Même quand tu as les moyens pour rentrer dans un appartement, hein. Ils font pas confiance, quoi. Ils disent: «Ah oui, celui-là, il a trouvé un appartement aujourd'hui, il va nous ramener tous ceux» mais c'est comme ça que les gens pensent, enfin. C'est malsain, mais c'est comme ça, hein. Alors voilà et c'est comme ça que je me suis retrouvée en 2018, mon premier contrat de bail. C'est pas parce qu'on trouve un logement qu'on sort de la galère. C'est ça. Moi, je me suis retrouvée ici, j'avais le choc des 4 murs. Choc des 4 murs, pourquoi? J'ai eu l'impression qu'on m'avait mis ici pour plus que les gens voyaient.
ma peine, ma souffrance. Je me dis: «Ça y est, on m'a mis ici pour m'oublier, en fait». Donc et tu as l'appel de la rue, hein, parce que tu as connu que ça. Et puis dehors, tu voyais les gens qui passent. Ici, tu vois personne. J'avais quand même mon compagnon. Mon compagnon, il avait encore un petit peu du mal, donc il passait encore quelques nuits, des fois, dehors. Moi, j'étais là, je dis: «Non, il faut que ça y est, j'ai mon appartement, il faut que je reste». Et voilà. Et puis je me sentais seule, en fait. Et pourtant, je devais me réjouir et tout, parce que j'avais un toit sur ma tête. Bien sûr, c'était mon toit. J'avais les clés, en fait, pardon. Mais c'était dur. J'ai fait 1 an ou 2 comme ça. Puis il y a eu le covid. Alors là, ça a peut-être rien arrangé pour les autres, mais moi, ça m'a arrangé parce que tout le monde était chez lui. Il y avait personne dans la rue. Et là, moi, ça m'a aidé le covid, hein. Je me suis dit: «Voilà, maintenant, je me suis imprégnée de mon appartement, j'ai fait connaissance avec mon appartement, j'ai senti, les qualités, les valeurs qu'il y avait dans d'avoir un logement» et je me suis dit: «Allez, maintenant, il faut que tu bouges. Maintenant, tu as commencé le livre, ah ben, il faut avoir du contenu. Allez, va étudier, va faire un métier». Et je repensais à Zazou parce que Zazou ne m'a jamais lâchée, donc elle a toujours fait un suivi pour me rassurer, me dire: «Voilà, moi je suis là avec toi. Si les autres, ils te voient pas, moi je suis là, je te vois». Et je me suis dit: «Voilà, la baguette magique, qu'est-ce qu'on m'a aidé, il faut que j'aide. Je suis fait pour ça, en fait». Et c'est pour ça que j'ai choisi ce métier d'aide-soignant. Je voulais un métier humain et me sentir utile et avoir une satisfaction personnelle, chose que j'ai maintenant aujourd'hui et que je ressens vraiment et que je suis Donc fière d'avoir. Maintenant, je suis comme, tu te c'est le phénix qui renaît de ses cendres, hein. Maintenant, je déploie mes ailes, maintenant bien sûr, je suis fière de moi et je suis fière de mon parcours parce que même si c'était dur, c'est quelque chose qui devait m'arriver, je pense, pour que j'en ressorte plus fort et on en ressort plus fort. Croyez-moi que le moindre truc, le moindre rayon de j'en profite parce que je sais c'est quoi ne plus rien avoir, être au plus bas, ça je connais. est-ce que le fait que Zazou t'ait tendu la main, est-ce que c'était aussi ça qui t'a Ah ouais, ça c'est l'élément déclencheur ça. C'est quand je vous ai dit que ma rencontre avec elle, c'était un moment magique, bien sûr. Ça a été magique et la magie, elle a toujours opéré jusqu'à la fin, jusqu'à aujourd'hui, hein. Chaque jour que Dieu fait, eh ben, c'est un moment magique, vraiment. Parce qu'on a besoin d'aide, en fait. J'avais besoin d'un petit coup de pied dans le derrière. Désolée de l'expression, mais c'est ça qu'a besoin quelqu'un qui est dans la rue et qui veut s'en sortir. Parce que je resterai toujours sur ce point-là, il faut vouloir s'en sortir, hein. Quand on veut, on peut de toute façon. Ça, c'est une phrase qui est depuis la nuit des temps. Mais on a besoin d'une aide parce qu'on n'applaudit pas d'une main en fait. On a toujours besoin d'aide. Et les humains, ils sont faits pour être ensemble. Même si on a beau être solitaire, on a beau être... Il y a toujours un moment où on se réunit, que ce soit dans une fête, que ce soit dans... Parce que la solitude, elle tue, hein. Elle tue vraiment et elle rend fou. Moi, j'ai vu des gens devenir fous à cause de la solitude. Donc voilà, il faut aider, il faut aider. Et c'est pas quand je dis que quand il faut aider, c'est comme je vous ai dit tout à l'heure. Les gens, ils pensent que quand ils voient un SDF, c'est toujours l'argent. Non, avec l'argent, on fait pas tout. C'est plus de l'attention, de l'humanité, de la compréhension, et savoir écouter. Parce que s'il a envie de vous raconter une histoire, c'est qu'il a vraiment envie de se vider parce qu'il est déjà plein. C'est une vraie cocotte minute, un SDF. J'adore mon métier d'aide-soignante. Vraiment. Je savais dans quoi je mettais les pieds déjà dès le départ et de toute façon, j'avais cette vocation d'aider. Je me suis sentie aidée. C'était peut-être à charge de revanche et c'est aussi pour remercier toute la communauté qui a cru en moi, en fait. quand tu repenses à ton parcours, qu'est-ce que tu ressens aujourd'hui? Ma fierté. Un peu comme je peux pas dire que j'ai plus de peine. Bien sûr, ça peut me toucher. Je suis beaucoup plus vite émotif, hein, mais une grande fierté et la croyance de dire que ça existe, tu peux t'en sortir, en fait. J'ai de la satisfaction et vraiment et c'est un petit message que je peux passer à tous ceux qui y croient plus. Non, non, si on est sur terre, c'est qu'on a encore une mission et il faut aller jusqu'au bout. Tant qu'on respire et qu'on vit, il y a encore, tout à voir et tout à croire.